Vous verrez que l'axe lémanique a vraiment une carte importante à jouer, et c'est dans ce sens-là que c'était intéressant de rester à Lausanne, malgré le fait que, évidemment, maintenant mon activité principale est à Genève, et j'en suis très heureux. J'ai découvert à Genève un engouement pour ce genre de technologie, pour ce genre de développement, une capacité aussi des institutions à innover que j'ai trouvé vraiment exceptionnelle. Donc je suis très heureux d'être ici maintenant. Alors, je vais vous faire une petite introduction sur l'intelligence artificielle en oncologie de précision. Donc moi je suis physicien, mais je ne suis pas un spécialiste d'intelligence artificielle. Par contre, on a beaucoup travaillé dans les méthodes de physique sur l'ancêtre de l'intelligence artificielle, et c'est pour ça que maintenant on l'utilise beaucoup dans nos programmes d'oncologie de précision. Et j'aimerais vous montrer quelques outils, et puis surtout comment ça s'applique en clinique, comment on pense que c'est une manière de révolutionner les possibilités thérapeutiques pour les patients. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme données autour du patient oncologique? Il y en a énormément. Là, je vous fais une petite liste de certains facteurs, des facteurs environnementaux, la génomique, le séquençage des gènes de la tumeur ou même des gènes du patient. On peut aussi parler de ce qui est exprimé par ces gènes, on appelle la transcriptomique. On peut aussi réfléchir aux cellules saines qui sont dans l'environnement de la tumeur et qui sont différentes d'une tumeur à l'autre, d'un patient à l'autre. Est-ce qu'on peut utiliser cette information? Est-ce que l'intelligence artificielle nous aide à faire ça? On voit aussi l'histoire des traitements, différentes analyses d'images que je vous décrirai après. Ça s'appelle la radionique et la pathologie digitale. C'est des noms barbares, mais vous verrez que le concept est relativement simple. Donc l'idée maintenant, c'est d'avoir toutes ces sources d'informations extrêmement riches et de se dire comment est-ce qu'on peut aller chercher dans ces données ce qui va nous permettre de dire, ben voilà, tel patient, il faut qu'il ait tel traitement plutôt que celui-ci. Chose qu'on commence à apercevoir à l'heure actuelle. Et je pense que c'est même plus important que ça, c'est vraiment un changement de paradigme maintenant, en recherche en général. Et ce que je vous illustre sur le premier panel là, c'est un petit peu la méthode traditionnelle avec laquelle on a fait de la science jusqu'à maintenant, avec laquelle on continue à faire de la science, bien évidemment, mais qui commence à être grignotée par ces autres approches. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On a une hypothèse, je vous ai montré par exemple un exemple sur la droite. Est-ce que les macrophages, qui sont certaines cellules qu'on trouve dans les tumeurs, peuvent empêcher le système immunitaire d'attaquer la tumeur, donc promouvoir une immunosuppression? Donc ça, c'est une hypothèse qu'on peut avoir. Et pour vérifier ça, on va faire une expérience. On va par exemple prendre une souris et puis on va enlever les macrophages pour voir si effectivement on change la manière dont le système immunitaire réagit par rapport à la tumeur. Et puis avec ça, on aura une conclusion. Donc ça, c'est vraiment la démarche traditionnelle pour faire avancer la connaissance, pour faire de la science. Alors qu'est-ce que c'est que le data science en comparaison à ça? C'est une approche un peu plus force brute, où on commence à partir des données. C'est-à-dire qu'on part souvent dans ces projets, pas toujours, hein, mais on part souvent dans ces projets de sciences de la donnée sans hypothèse. On se dit, ok, on a un gros paquet de données, qu'est-ce qu'on peut essayer de sortir de là? Et en fait, ce qu'on fait, c'est du mining, donc on va piocher dans ces données, et en piochant dans ces données, on a des algorithmes qui sont capables d'aller regarder de manière assez systématique qu'est-ce qui est corrélé à quoi, qu'est-ce qui semble lié à tel ou tel comportement de la tumeur, par exemple. Et en faisant ça, on peut tomber sur une hypothèse. On peut dire, ah tiens, mais j'ai analysé 1800 coupes de tumeurs, et puis j'ai un système d'intelligence artificielle qui a lu ces coupes, et puis qui regardait quel type de cellules étaient dedans, puis je lui ai fait apprendre quel patient répondait au traitement, aux immunothérapies, et quel patient ne répondait pas. Et en fait, avec ça, l'algorithme a pu détecter que répondre ou pas était associé à la présence des macrophages. Donc, vous voyez, là, en fait, c'est là où on se rend compte de la puissance de ces techniques, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une idée, on n'a pas besoin de se dire, tiens, c'est les macrophages qui sont responsables de ça, mais on va trouver ça par ces approches d'analyse de données larges. Alors, une fois qu'on a ça, évidemment, ça reste toujours une hypothèse, il faut la valider, mais on peut maintenant aussi utiliser les données pour cette validation. Donc il nous faut par exemple un autre set de données avec d'autres patients, d'autres tumeurs, pas celui qu'on a utilisé pour apprendre, mais un nouveau set pour être vraiment à l'écart du risque d'avoir trop
a pris des données, et ça c'est ce qu'on appelle l'overfitting, d'arriver à trop utiliser la puissance de calcul pour essayer de prédire les données elles-mêmes et pas ce qu'il y a derrière. Et puis finalement, avec ce set de validation, on peut arriver à la conclusion. Donc ça, je pense que c'est vraiment important parce que c'est vraiment un changement majeur dans la manière dont on fait de la science, qui bien sûr n'invalide pas la première partie, hein, ça reste toujours absolument valable, mais on a maintenant cette nouvelle approche qui est extrêmement compétitive et qui marche extrêmement bien en médecine de précision et en oncologie de précision. Alors quand vous voyez ces énormes données dont je vous parlais, hein, ces 1800 coupes de tumeurs dont on veut apprendre plein de choses, c'est évident qu'on ne va pas les regarder à l'œil nu, c'est évident qu'on ne peut plus avoir une compréhension intuitive des données. La seule manière de travailler avec ces données, c'est vraiment de les utiliser au travers de programmes, au travers de techniques d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, donc vous avez déjà eu quelques séminaires à ce sujet, c'est une révolution incroyable. Là, je vous ai montré quelques illustrations assez intéressantes. Là, en fait, c'est vraiment des bipèdes qui sont simulés. Donc, il y a toute une espèce de cinématique qui est simulée dans l'ordinateur. Puis l'ordinateur essaye d'apprendre comment bouger pour maintenir le bipède debout et puis pour le faire avancer. Et vous voyez, en fait, en fonction du nombre de cycles d'apprentissage, les générations, à la génération 1, il tombe tout de suite, à la génération 20 cycles d'optimisation, il ne va pas très loin, et puis vous voyez qu'à la génération 1999, il arrive à tenir debout. Donc on voit que ces systèmes, ils ont la capacité d'apprendre, de s'entraîner, et c'est quelque chose qu'on exploite énormément en oncologie, comme je vous le montrerai dans un petit instant. L'autre chose, c'est aussi la capacité à générer des images incroyables. Toutes les photos que vous voyez là sont fausses, aucune de ces personnes n'existe, et pourtant il y a un niveau de réalisme qui est extrêmement important. Et ça, c'est des images synthétiques qui sont extrêmement utiles pour entraîner d'autres réseaux de neurones, pour savoir qu'est-ce qui est commun entre différents visages, qu'est-ce qui est différent, ce genre de choses. Tous les domaines dans lesquels on arrive maintenant à générer de l'information synthétique font des progrès énormes. Un exemple tout simple, c'est la conduite assistée. Comme vous savez, Tesla est pas très loin, enfin d'autres marques aussi, d'arriver à avoir des voitures qui conduisent toutes seules. Et ce qui a permis notamment de faire avancer ça, c'est le fait de pouvoir avoir ces données synthétiques. C'est-à-dire plutôt que de conduire la voiture pendant des millions de kilomètres, comme ils ont fait, ils peuvent ensuite reprendre tous les stimuli qui arrivent à la voiture et puis générer toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire que le carrefour, il y aura du vent sur la droite, des feuilles à gauche, la grande normande qui traverse, et puis toutes les combinaisons de ça. Et avec ça, en fait, on arrive à entraîner le système de manière beaucoup plus efficace. Donc on voit maintenant l'intérêt de pouvoir générer aussi ces données de type image ou autres qui nous permettent de vraiment commencer à avoir des réseaux extrêmement importants qui sont entraînés par ces données très larges. Puis le dernier point, c'est en bas, ici, vous voyez, ça c'est un repliement d'une protéine. Alors j'ai mis ça parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus et puis que je me suis cassé les dents pendant à peu près 5 ans sur le repliement des protéines. C'est fondamental dans le cancer. Comment est-ce que les protéines ont leur forme tridimensionnelle? Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à déduire de la séquence de la protéine, qu'on n'arrivait pas à déduire de la séquence des protéines. Et qu'est-ce qui a fait passer de très mauvais taux de prédiction? Moi, quand je travaillais là-dessus, ça devait être à peu près là. Et maintenant, on en est là, on est pratiquement à 100% de succès. Ben, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est quelque part assez frustrant parce qu'on a travaillé avec de physique, de chimie théorique pour essayer de simuler le repliement de ces protéines, et puis en se cassant absolument les dents dessus. Et maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, on a vraiment ce déblocage et vraiment une toute nouvelle ère qui s'ouvre. Donc on a l'impression que tout est fantastique et puis qu'on va tout résoudre avec l'intelligence artificielle. Alors pour vous montrer un autre exemple, c'est une photo que vous avez peut-être vue, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue dans ce cycle de conférence ou pas. Je pense que c'est une des photos les plus connues à l'heure actuelle, en même temps que ChatGPT. C'est une photo aussi complètement synthétique, hein, qui est créée par un algorithme qui en l'occurrence s'appelle Midjourney. Et en fait cet algorithme va créer une scène en fonction de quelques paramètres qu'on lui donne, des espèces de mots-clés, une phrase.
Et vous voyez, un niveau de réalisme incroyable. On a deux personnes dans une soirée qui ont l'air joviales, il y a des ombres, tout a l'air très bien. Et puis, si on regarde la photo d'un tout petit peu plus près, on se rend compte qu'il y a des gros soucis. Un des gros soucis, c'est ça. La fille de gauche a à peu près 12 doigts. Et ça fait quand même assez souci de se dire qu'on peut arriver à avoir un algorithme qui a un tel niveau de réalisme qui nous fait vraiment voir une photo comme on peut tout à fait imaginer voir dans une soirée, avec des erreurs absolument grossières. On a, je crois d'ailleurs, un nombre de dents qui est absolument non physiologique, on a un nombre de doigts qui est absolument non physiologique. Et ben, ça pose la question, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie pour traiter des patients? Est-ce que, quand un algorithme est capable de faire des erreurs pareilles, est-ce qu'on va l'utiliser comme ça, comme une jolie boîte noire, et puis dire, ah ben monsieur, on va vous traiter avec ce traitement-là, parce que c'est ce que la boîte noire a décidé. Donc là, on se rend compte qu'il y a un petit souci, et qu'il va falloir être extrêmement prudent avec ces techniques. Et je vous montre ça parce que ce qui est très important pour nous, c'est d'arriver à avoir des systèmes qui sont interprétables. Ça ne suffit pas d'avoir un système qui nous dit « je pense qu'il faut prendre tel traitement », il faut pouvoir nous dire pourquoi et quelle est la probabilité de succès de ce traitement. Et ça, pour l'application de l'intelligence artificielle en médecine, ça va être une pierre angulaire. On ne va pas pouvoir faire sans cette interprétabilité. Et je vais vous montrer quelques exemples de développement qu'on est en train de mener dans ce domaine. Alors, quelques exemples d'algorithmes, alors lisez pas les détails, c'est pas très important, mais qui sont en clinique. Et comme vous voyez, c'est sur le panel ici, la plupart, j'espère que vous arrivez à voir, c'est écrit radiologie ici, la plupart des algorithmes qui sont actuellement utilisés en clinique, ce sont des algorithmes qui utilisent la reconnaissance d'images et qui sont très utilisés en radiologie. Mais ce diagramme est en train de changer rapidement et au fur et à mesure que les années passent, ou même les mois passent, on voit des applications de plus en plus importantes arriver en pathologie, dans plein d'autres domaines. Et je vais vous montrer quelques illustrations. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle en oncologie? Alors, en oncologie, on a eu un changement extrêmement important ces derniers temps avec l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est une manière de stimuler notre système immunitaire, de réveiller nos défenses naturelles pour qu'elle soit capable d'attaquer la tumeur. Donc en fait, la cible dans une immunothérapie, ce n'est pas le cancer lui-même, mais c'est le système immunitaire, pour que le système immunitaire qui nous défend contre le Covid, qui nous défend contre les bactéries, arrive à nous défendre contre le cancer. Et on sait maintenant qu'il en est capable, et qu'il est extrêmement performant à faire ça, mais quand les cancers sont capables d'apparaître, ben c'est que probablement il y a eu une manière active du cancer pour éviter le système immunitaire. Mais la manière dont chaque tumeur échappe au système immunitaire est assez personnelle et assez propre à chaque tumeur. D'où l'idée d'avoir cette médecine de précision, cette oncologie personnalisée, parce qu'on veut aller détecter le mécanisme dans cette tumeur qui a fait que cette tumeur a réussi à échapper au système immunitaire. Alors, les immunothérapies sont capables, par exemple, de faire des courbes comme ça. Alors, c'est une courbe qui peut être vue comme extrêmement intéressante ou totalement déprimante selon la manière dont on veut la voir. Là, en fait, c'est la survie des patients et le temps à 10 ans. Et vous voyez une courbe ici qui est plate, donc on peut commencer à considérer que ces patients sont guéris. Donc là, on a une fraction de patients qui sont guéris par ce traitement. Alors, ce qui est déprimant, c'est que la barre est très basse, mais comme vous allez voir, on est en train de faire des progrès, la barre monte. Mais la chose qui est importante, c'est qu'il y a ce plateau. Donc maintenant, on voit vraiment ces courbes avec des patients qui sont guéris malgré une maladie avancée. Voilà, par exemple, les courbes en mélanome, c'est malheureusement pas le cas dans tous les types de tumeurs, mais on commence à grignoter un petit peu du bénéfice chaque année. Le problème, c'est que pour arriver à ça, il faut traiter 100% des patients. On ne peut pas restreindre le traitement, sauf si on a un petit stylo magique, orange, qui permet de peindre les patients dans tout ce groupe, qui sont ceux qui vont résulter et être sur cette courbe de bénéfice sur le long terme. Donc si j'ai un traitement qui fait 20% de guérison, ce n'est pas forcément un traitement idéal parce que je dois exposer 100% de la population, mais si je sais qu'ils sont les 20 dans les 100, ben ce traitement devient idéal parce que je vais les restreindre à ces 20-là. Alors vous me direz, alors qu'est-ce qu'on fait des autres? Ben pour les autres, il faut trouver le petit stylo bleu, puis après le petit stylo violet, et ainsi de suite, pour arriver à
empiler les couches d'oignons jusqu'à ce qu'on ait une fraction significative, on espère 100% de la population, qui soit traitée avec chaque fois des traitements différents, mais qui vont être ceux qui vont faire mouche avec une très haute probabilité. Alors comment est-ce qu'on fait ça pratiquement? Pratiquement, il faut interroger la tumeur, il faut avoir ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est des espèces de mesures de plus ou moins n'importe quoi, qui vont nous dire, voilà, s'il y a ça, alors on va être sur la courbe orange, on va être sur la courbe bleue, on va être sur la courbe violette. Et en fait, à l'heure actuelle, pour arriver à faire ça, il nous faut interroger le compartiment tumoral de manière extrêmement riche. Là, je vais représenter les cellules cancéreuses ici, puis les cellules de l'environnement, ça c'est des vaisseaux, ça c'est des cellules fibreuses, ça des cellules immunitaires. Toutes ces cellules, elles ont un rôle à jouer et on veut les analyser tout en même temps pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et prédire sur quelle courbe le patient va tomber et donc quel traitement il doit avoir. Alors, l'autre chose qui est très importante, c'est comment est-ce qu'on arrive à générer des données. Et typiquement, quand on faisait l'oncologie, on le fait toujours, l'idée c'est de se dire, j'ai un groupe de personnes un peu hétérogènes, c'est des malades qui ont des maladies différentes, qui ont un environnement différent, qui tout est assez propre aux patients. Pour faire une étude clinique, il faut arriver à diminuer cette variabilité parce que sinon on aura de la peine à avoir une réponse claire. Alors pour faire ça, en fait, on sélectionne les patients, on va avoir des critères d'inclusion et d'exclusion qui disent voilà, on veut faire une étude dans tel contexte. Et dans ce contexte-là, on arrive à dire par exemple que grâce à un tirage au sort, c'est des fois difficile de se dire qu'on doit tirer au sort, mais c'est le seul moyen d'avoir la certitude statistique que effectivement le traitement expérimental marche mieux que le traitement standard. Et dans ce cas-là, on peut dire voilà, le traitement expérimental marche mieux que le standard, et on ramène cette conclusion sur le collectif qu'on a utilisé pour faire l'étude. Le problème avec ça, c'est que la plupart du temps, c'est pas ce collectif qu'on va traiter. On va traiter quoi? Le collectif global. Donc en fait, on va ramener la conclusion qu'on a faite sur ce groupe de patients hautement sélectionnés. La conclusion, on va la ramener sur le collectif global. Et là, il y a un problème méthodologique parce qu'il y a probablement plein de patients, les verts, ils ne sont peut-être pas la même chose que les patients orange. D'où le besoin de savoir aussi qu'est-ce qui se passe avec ce médicament lorsque on prend des patients d'une autre couleur. Et c'est là où l'intelligence artificielle et la science des données devient extrêmement importante parce qu'on peut commencer maintenant à analyser directement ces patients-là. Pourquoi? Parce qu'on ne note plus sur une feuille comme je faisais au début de mon travail, on note tous de manière informatique et en fait tout est digitalisé, c'est-à-dire que l'information elle est disponible, il faut arriver à l'exploiter. Et en faisant ça, en fait, on peut commencer à interroger directement ce qui se passe dans la vie réelle, comment les patients évoluent avec ces traitements nouveaux, mais utilisés dans un milieu hétérogène dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est aussi une révolution, parce que maintenant, ça agrandit énormément le nombre de patients avec lesquels on peut commencer à travailler et à comprendre comment les choses se passent, et puis surtout avoir des réponses rapides, parce qu'on se rend compte que voilà, les patients verts, en fait, c'est plutôt l'autre traitement qui marche, et ce genre de choses. Donc, maintenant, quelles sont les données qu'on peut essayer d'agréger pour aller plus loin? Et en fait, là, j'ai essayé de résumer quelques données qui sont un petit peu dans l'air du temps. Alors, en premier, bien sûr, les données cliniques. Quel est le diagnostic du patient? Quelle est la charge de maladie? Quelle est la rapidité d'évolution de la maladie? Est-ce qu'il a répondu au traitement A ou est-ce qu'il a progressé sous le traitement B? Toutes ces données-là, évidemment, ont un contenu informationnel extrêmement grand. Et donc, on veut pouvoir les utiliser pour piloter un programme d'oncologie de précision. Quelque chose qui devient de plus en plus intéressant, c'est ce qu'on appelle les patient-reported outcomes. En fait, c'est ce que le patient lui-même peut nous remonter comme information. Et ça, maintenant, grâce au téléphone qu'on a tous, on peut poser des questions aux patients directement, en disant voilà, est-ce que vous avez mal là? Est-ce que vous vous sentez mieux, moins bien? Et en fait, cette information est extrêmement riche et nous permet aussi maintenant de rajouter des données en plus dans nos systèmes d'intelligence artificielle. Et puis bien sûr les données de génomique et toutes ces données moléculaires qu'on collectionne déjà de manière fréquente. Et quelque chose que j'illustrerai parce que je pense que c'est probablement à l'origine de la prochaine révolution, c'est l'utilisation des images. Mais l'utilisation des images
avec un degré de précision qui était inconnu jusqu'alors. Et je vous montrerai qu'on peut en fait exploiter les images de manière beaucoup plus forte que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Pour pouvoir arriver des données qui sont à la gauche jusqu'à une décision de traitement qui sera sur la droite, entre deux, il y a un petit peu la vallée de l'inconnu. Comment est-ce qu'on passe des données à la décision? Et puis pour pouvoir faire ça, il faut être capable d'agréger les données, mais aussi de les comparer. Il faut savoir qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, et pour ça, il faut un référentiel. Et c'est justement ce référentiel-là qui est très important. Une fois qu'on a tout ça, on arrive à ramener les données dans ce qu'on appelle un tumor board. C'est des experts qui se mettent autour du cas du patient et puis qui, en utilisant toutes les données, arrivent à faire une proposition de traitement, en l'occurrence de prendre ce médicament-là, parce que toutes ces données montrent que c'est le bon médicament à prendre. Et de là à là, il y a effectivement de l'intelligence artificielle, de la science des données pour arriver à ça. Alors, c'est aussi important que l'information revienne au final dans le set de données. Une fois qu'on a traité le patient, c'est fondamental d'être capable d'utiliser cette information pour le patient suivant. Ça, c'est ce qu'on appelle du reinforcement learning. C'est un apprentissage par renforcement. Et c'est ce qu'on fait par exemple je sais pas, dans la conduite. En fonction de comment on conduit, le système va s'adapter et apprendre d'autant plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme stratégie en sciences de la donnée qu'on utilise en oncologie? Alors là, vous avez un peu un espèce de grand résumé de ce que c'est que la science des données. Et là, je voulais simplement vous faire remarquer à quel point c'est en fait un domaine assez ancien. C'est pas quelque chose qui a commencé il y a 10 ans. On fait la science de la donnée depuis à peu près pendant 1950. On avait créé des algorithmes qui essaient de répliquer, par exemple, l'évolution naturelle, et ce genre de choses. Et ça, c'est des choses qui existent toujours. Et donc, en fait, on voit que c'est un domaine qui a commencé il y a vraiment pas mal de temps, mais qui a eu une révolution en 2012. Et je vous montrerai un petit peu de quoi il en retourne, quelle est cette révolution. Alors, il y a plusieurs groupes d'intelligence artificielle. Il y a, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Il y a l'apprentissage non supervisé, supervisé ou le réinforcement. Alors, supervisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les données et puis on a la réponse. On sait qu'avec tout ce qui se passe là, le patient va répondre à tel traitement et puis si ça c'est différent, il ne répond plus. Donc on a la réponse et c'est comme ça qu'on arrive à entraîner le système intelligent. Mais il y a des fois où on n'a pas la réponse et en fait du coup l'intelligence artificielle est utilisée pour comprendre la structure des données. Est-ce qu'il y a des groupes de patients qui se ressemblent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a déjà aussi quelque chose d'extrêmement intéressant? Et puis le dernier point qui est ici, c'est vraiment cette capacité à utiliser les nouvelles données pour optimiser le système et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce fameux chat GPT, c'est cette révolution qui est franchement assez impressionnante, qui nous permet de poser une question à un petit site web et qui nous fait une réponse assez déroutante par cette capacité assez intégrative à avoir tous les aspects de la réponse qui sont utilisés. Ça, c'est aussi un système qui apprend parce qu'on peut donner un pouce en haut, pouce en bas, ouais, c'était une bonne réponse, non, c'était pas une bonne réponse, et ce système s'améliore à chaque fois. Donc c'est à peu près ça, ce reinforcement learning. Et en fait, si on prend maintenant le même graphe pour l'oncologie, on pourrait dire que le non supervisé, c'est surtout pour le diagnostic, le supervisé, c'est le pronostic, parce qu'il faut savoir comment le patient va évoluer pour avoir le pronostic, et donc ça, ce serait supervisé. Et puis pour le reinforcement, ce serait d'avoir le retour sur le traitement. Est-ce que le traitement a marché ou pas? Et donc le patient qu'on a traité, il va être utilisé pour la suite. Et donc ça, c'est à peu près là où on en est à l'heure actuelle. Et puis je voulais vous montrer un exemple d'algorithme qu'on a utilisé il y a vraiment longtemps, je ne sais plus de quand date ce papier, mais c'est vraiment très très vieux. Non, 2007 je crois. Et en fait, ça c'était l'utilisation de ce qu'on appelle d'algorithmes génétiques. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des algorithmes qui réplique l'évolution naturelle, le darwinisme en fait. Si on veut essayer de résoudre un problème complexe, on peut prendre des solutions qui ne sont pas très bonnes, et puis on essaye après de faire en sorte que ces solutions
se marient entre elles et les enfants. Et puis ces enfants, ensuite, on verra s'ils sont mieux ou pas que les parents. Et si les enfants sont mieux que les parents, eh ben, on leur donne le droit de devenir eux-mêmes des parents. Et ainsi de suite. Et puis si les enfants sont moins performants que les parents, c'est un petit peu délicat, mais en fait, ils sont éliminés d'évolution. Et donc, en fait, comme ça, on a des populations qui évoluent contre une pression de sélection. Et quand on fait ça dans un ordinateur, on arrive à choisir des pressions de sélection qui sont celles qui vont nous amener à la bonne réponse. Alors nous, on a utilisé ça pour trouver comment les petites molécules bloquent des protéines. Et puis, ce qu'on avait essayé d'optimiser, c'était l'énergie de liaison de la petite molécule sur la protéine. Et grâce à ça, en fait, cet algorithme était d'une puissance remarquable. On arrivait à trouver des solutions qu'aucune autre stratégie ne permettait de trouver. Donc on voit que ces projets de machine learning, d'intelligence artificielle, ça ne s'appelait pas intelligence artificielle à l'époque, hein. C'était déjà extrêmement performant sur des choses extrêmement simples. Hein. C'est cette manière de recombiner les parents en enfants et puis ensuite de sélectionner les enfants qui sont les plus fit et de continuer l'évolution. C'est quelque chose d'assez universel, assez simple à faire. C'est des programmes qui sont extrêmement simples à écrire et qui nous ont permis d'aider pas mal pour la synthèse de petites molécules. Ça, c'est un peu l'histoire ancienne, parce que l'histoire nouvelle, en fait, elle s'est basée maintenant sur les réseaux de neurones. Et puis, je pense que vous avez vu ça dans les conférences qui précédaient. Hein. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je peux simuler maintenant, non pas des générations d'enfants qui sont de plus en plus aptes à répondre à un problème, mais simuler le comportement d'un système de neurones, du cerveau. Et vous voyez qu'en fait, ces deux algorithmes, c'est assez intéressant, sont vraiment inspirés de la nature. Il y en a un qui est inspiré du darwinisme et l'autre qui est vraiment inspiré de la structure même de notre cerveau. Et c'est étonnant parce que c'est un petit peu les deux algorithmes qui marchent le mieux en ce moment. Et on voit que l'idée, c'est d'avoir des neurones au départ, qui sont les neurones d'input, des neurones à la fin qui sont ceux d'output, qui vont donner la réponse. Et puis on essaie de lire l'information de départ. On a des couches entre deux qui sont cachés de neurones, et puis qui en fait alimentent les neurones d'output qui à la fin vont prendre la décision, est-ce que c'est un chien ou est-ce que c'est un chat. Alors ça c'est hautement schématique, mais en fait ce qui se passe dans l'ordinateur c'est à peu près ça, hein. On code la topologie, hein, la connectique de ces neurones, et puis ensuite on a des manières d'optimiser la manière dont ces neurones se parlent pour pouvoir être capable de faire apprendre ce réseau de neurones et qu'ils nous disent dog quand ils voient ça, et ils nous disent cat quand ils voient ça. D'accord ? Donc ça, c'est la structure d'un réseau de neurones, et c'est des choses qu'on avait utilisées notamment pour faire des prédictions sur l'immunologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails là. Mais maintenant, on peut faire beaucoup mieux. Alors justement, je vais vous montrer un petit peu cette révolution, c'est la fameuse révolution de 2012 dont je vous parlais. Et je vous ai fait un petit exemple ici. En fait, c'est un site web fait par Google qui nous permet de jouer avec ces réseaux de neurones pour essayer de comprendre comment ils marchent. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer ce premier panel ici. Et vous voyez, le réseau de neurones, il est là. Hein, donc ça, c'est l'input, ça, c'est les premiers neurones, les neurones de sortie, puis ça, c'est l'output. Et en fait, ce qu'on donne au réseau de neurones, c'est ces espèces de petits dégradés, en fait, le plus au moins, c'est orange d'un côté, blanc au milieu, bleu de l'autre, soit vertical, soit horizontal. Et le problème qu'on donne au réseau de neurones, c'est d'arriver à séparer ici ces points orange et ces points bleus. Donc le réseau de neurones doit être capable de combiner l'information des inputs, cet input-là, d'une manière intelligente, de manière à ce que l'output arrive à nous séparer les points orange et les points bleus. Donc c'est un problème relativement simple. Je vais vous montrer la simulation, puis vous allez voir ce qui se passe assez facilement. Donc là, vous voyez, ça commence, et puis vous voyez tout d'un coup l'utilisation de ce neurone ici, ce neurone-là. Donc ce neurone ici va parler à celui-là, ce neurone ici parle essentiellement à celui-là, avec la ligne ici est très ténue, ça veut dire qu'il y a peu de connexion entre ces deux. Et puis vous voyez qu'en fait, les neurones ici, à l'intérieur, en fait, ils ont commencé déjà à faire un mix entre les deux, de manière à avoir une ligne maintenant qui est diagonale, qui n'est plus verticale. Vous voyez d'ailleurs cette ligne qui tourne assez rapidement. Et grâce à ça, en fait, il arrive à recombiner de manière à trouver cette ligne ici qui sépare
parfaitement les deux groupes. Donc on voit que là, l'algorithme était très smart, c'est assez facile d'un point de vue optimisation, pour prendre les inputs, les mélanger avec la bonne valeur, de manière à ce que la ligne de séparation soit plus verticale, ni horizontale, mais juste à 45 degrés, ce qui marche pour séparer bien les deux groupes. Donc là, on comprend assez bien ce qui se passe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une version plus complexe, où cette fois, vous voyez, ce qu'on doit faire, c'est séparer des points qui sont au centre avec d'autres points qui sont à la périphérie. Donc là, on comprend bien qu'avec des droites, ça ne va pas être très facile. Et vous allez voir que l'algorithme se plante complètement. Vous allez voir qu'il commence à tricoter, à essayer de trouver des solutions, puis il arrive bien sûr à rien trouver qui soit satisfaisant. Donc là, c'est un exemple où un réseau de neurones n'est pas capable de résoudre le problème de manière satisfaisante. Vous voyez qu'on va relancer la simulation, il essaie de tordre, de faire des combinaisons en essayant de mettre les droites comme il peut au mieux, et puis in fine, il arrive à quelque chose qui est peu satisfaisant. Pourquoi je vous montre ça? Parce que maintenant, on va juste rajouter deux petits neurones ici, deux. Et vous allez voir que le système trouve une solution incroyablement élégante. Donc c'est cette simulation ici. Vous voyez que j'en ai rajouté deux là, et vous voyez que, pof, on trouve une solution. Et en fait, comment est-ce qu'on fait ça? C'est en fait en ayant une droite comme ça, qui est une combinaison de ces deux-là, une droite comme ça, qui est une combinaison de ces deux-là, et puis encore une droite comme ça. Puis quand on combine cette droite et cette droite, on arrive à faire ce petit triangle là au milieu. Donc en fait, en rajoutant ces couches intermédiaires, on donne la flexibilité au réseau de neurones de résoudre ce problème qui est extraordinairement complexe. Parce que partir d'une optimisation d'une droite pour séparer les points à carrément un cercle, c'est vraiment un saut en complexité qui est majeur. Alors là, on a 1, 2, 3, 4 neurones intermédiaires. Quand on parle d'intelligence artificielle de nos jours, de ChatGPT et de ces choses-là, on a de l'ordre de centaines de milliards de neurones. Donc vous imaginez la puissance d'un réseau de ce type-là. Maintenant, donc ça, c'est à peu près ce que je vous décrivais là, hein, quelques neurones qui arrivent à... Et vous voyez la différence de performance du réseau de neurones en passant de 2 à 4. Maintenant, quand vous dites que vous avez 175 milliards de paramètres dans ChatGPT, vous arrivez à comprendre la capacité de cet engin à résoudre des problèmes complexes. Donc ça, c'est assez fascinant. Ce qui est fascinant, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à entraîner un système qui a 175 milliards de paramètres. C'est là où l'art a été fait. Hein. Comment est-ce qu'on a réussi à trouver des algorithmes pour faire converger ces réseaux de neurones vers quelque chose qui tient la route. Mais quand on voit vraiment à quel point chaque neurone rajoute une capacité à l'ensemble de devenir plus intelligent, et puis qu'en passant de 2 à 4, on voit un tel changement de comportement, on comprend vraiment là, quand on parle de milliards de neurones, la puissance qu'il y a là derrière. Donc c'est vraiment pour ça que maintenant on a cette révolution. Alors, maintenant, qu'est-ce que... Je vais essayer d'être un peu plus sélectif sur ce que je vais vous montrer, parce que j'avais peut-être un tout petit peu trop de choses, mais je vais vous montrer l'utilisation des images, parce que ça, je pense que c'est vraiment très illustratif. Alors, je vous disais qu'on essaie d'utiliser maintenant cette capacité incroyable de milliards de paramètres pour essayer de lire la forme d'une tumeur et d'amener ça pour un meilleur traitement pour le patient. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Là, on voit par exemple un exemple de réseau de neurones à l'œuvre. On l'entraîne, on lui montre plein d'images, il y a un apprentissage, le réseau de neurones s'adapte, comprend, et puis à la fin, ce réseau de neurones, quand on lui montre une nouvelle image, comme il a appris, il est capable de dire, voilà, ça c'est un chat, et la probabilité que j'ai raison, c'est 0,93. Donc à 93%, je suis correct. Donc ça c'est super, ça peut être très utile, mais comme on disait, si on va vers un patient et qu'on lui dit voilà, je vais vous traiter par telle immunothérapie parce que cette grosse boîte noire me dit qu'il y a 93% de chances que ça marche, personne ne va faire ça, et surtout pas nous en tant que médecins. Donc il faut arriver à avoir un système qu'on appelle interprétable, donc il faut être capable de pouvoir dire voilà, je pense que c'est un chat parce que j'ai reconnu des oreilles, une queue et des pattes, et que c'est pour ça que ma décision, c'est de dire c'est un chat et pas un hippopotame.
Et en fait, ça, c'est extrêmement fondamental en médecine maintenant, parce que c'est grâce à ça qu'on peut s'asseoir sur quelque chose qu'on peut intuitivement comprendre en tant que médecin et passer au patient et prendre une décision collégiale sur la décision de traitement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes maintenant médicaux? Alors, à gauche, vous avez fait une représentation schématique d'une coupe de tumeur, on va dire, c'est la coupe sous microscope, et j'ai mis des cellules avec différentes couleurs, parce qu'elles ont peut-être différentes formes, différents niveaux d'activation dans la tumeur. Et puis ça, c'est l'ensemble d'apprentissage. On donne tout ça à l'algorithme, au réseau de neurones, avec des milliards de paramètres, et puis on va utiliser justement un modèle interprétable pour qu'il puisse nous dire, voilà, cette tumeur-là, je pense qu'elle va répondre. Pourquoi? Parce que j'ai vu que les cellules de type A étaient proches des cellules de type B, mais à distance des cellules de type C. Et ça nous parle. Parce que si les cellules de type A, c'est des lymphocytes, c'est des globules blancs, qui sont près de la tumeur, mais à distance des macrophages qui sont immunosuppresseurs, tout ça, ça commence à faire du sens. Donc c'est là où le fait d'avoir des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont interprétables nous permet d'aller vers quelque chose qui pointe du nez vers une utilisation clinique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je vous montre tout de suite le résultat. Ça, c'est les coupes qu'on a en pathologie. Donc, tous les patients qui ont une tumeur ont eu une biopsie. On est obligé maintenant d'avoir ça pour pouvoir poser un diagnostic. Et le pathologue regarde ça. Mais on peut maintenant, et c'est bien sûr aussi les pathologues qui font ça, maintenant c'est devenu des experts d'intelligence artificielle, utiliser l'intelligence artificielle pour décoder le type de cellule. Alors on peut dire, voilà, là il y a de la tumeur, ça c'est des lymphocytes, ça c'est des cellules fibreuses et ainsi de suite. Puis ensuite on peut utiliser des méthodes, par exemple de réseau, de la dynamique des réseaux pour comprendre le type d'interaction entre ces cellules. Par exemple, voir si certaines cellules excluent d'autres, ou si au contraire elles s'interpellent, ce genre de choses. Et pour vous montrer un exemple de résultat qu'on est en train de générer maintenant, ce que vous voyez ici, c'est une coupe de mélanome, c'est une tumeur qui répond extrêmement bien aux immunothérapies. Et vous voyez que ce mélanome, ici, on a coupé un petit bout, ça c'est un agrandissement. Vous voyez que les cellules rondes, là, elles ont un petit cercle bleu autour. Le cercle bleu, c'est le travail de l'algorithme, justement, qui a identifié ça comme étant des cellules immunitaires, des lymphocytes. Donc notre algorithme est capable de détecter dans l'image ces lymphocytes. Et une fois qu'on a ça, on est capable de commencer à calculer des métriques. Alors je vous passe les détails, mais les métriques qui sont sorties comme étant utiles, c'est de voir autour d'un lymphocyte la quantité de cellules non lymphocytes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lymphocyte, il est infiltratif, il est seul dans la tumeur. Ce n'est pas un groupe de lymphocytes qui se trouve dans la tumeur, mais c'est un lymphocyte qui se promène tout seul dans la tumeur, puisque la densité de cellules non lymphocytaires autour de lui est haute. Et ça signifie quoi? Ça veut dire que les lymphocytes sont en train d'attaquer la tumeur parce qu'ils infiltrent la tumeur et ils ne sont pas en train d'être là par hasard parce qu'il y a eu un groupe de lymphocytes qui était présent. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand on regarde le devenir de ces patients sous une immunothérapie? Donc ça, c'est des patients atteints de mélanome à qui on fait une immunothérapie. Vous voyez que si on regarde ici la densité de lymphocytes, ça ne nous dit rien. Donc on peut s'amuser à compter les lymphocytes sur toutes les coupes, on ne verra aucune différence entre les patients qui vont répondre à l'immunothérapie ou pas. Par contre, si on utilise maintenant cette mesure dont je vous avais parlé, qui est l'infiltrativité du lymphocyte dans la tumeur, là on commence à avoir une séparation. Puis on voit que les patients dont les lymphocytes sont très infiltratifs, ils risquent de répondre mieux à l'immunothérapie. Donc ça c'est un exemple, on doit valider ça, c'est pour l'instant pas du tout utilisé en clinique, c'est un premier signal qu'on a obtenu avec l'intelligence artificielle, mais c'est intéressant, pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, si on n'a pas l'infiltrativité, les patients vont vraiment moins bien. Et maintenant on a, depuis une semaine, un nouveau type de description qui en fait sépare vraiment quasi complètement. On a ici des patients qui vont très très bien, puis d'autres qui vont vraiment pas du tout bien. Et donc avec ça, on a l'impression qu'on va pouvoir commencer à guider la décision thérapeutique en se basant sur cette intelligence artificielle.
Puis, le dernier exemple que j'aimerais vous montrer, c'est la même chose, mais en utilisant les scanners, les images du corps entier. Vous voyez, c'est ces images où on a coupé, par exemple, au travers du corps d'un patient avec des rayons X, hein, donc c'est un scanner, ou un PET scanner avec émission de positrons, ou l'IRM. Et dans toutes ces images, en fait, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour décoder la région tumorale, segmenter, dire voilà, là il y a quelque chose qui est anormal, c'est la tumeur, puis ça c'est du poumon sain. Et en fait, on arrive à sortir comme ça les volumes de la tumeur, ce qui est déjà très utile parce qu'on a une mesure beaucoup plus fiable du volume tumoral, hein, c'est plus juste une mesure à une ou deux dimensions. Et puis ensuite, on peut travailler cette information avec l'intelligence artificielle de la même manière qu'on décodait les lymphocytes et les différentes choses dans les coupes de pathologie. Là, dans les images corps entier de PET scanner, de scanner ou d'IRM, on arrive à sortir beaucoup de propriétés et utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut associer ensuite chacune de ces propriétés du signal de la tumeur avec le devenir du patient. Donc là, c'est vraiment un cas typique de machine learning entraînée, puisqu'on a la réponse, qui va répondre, qui ne répond pas. Et on s'est amusé à faire ça sur le même groupe de patients pour lequel on avait la pathologie digitale. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on a trouvé un descripteur, je l'ai appelé, c'est la propriété 42, qui mesure en fait l'hétérogénéité, l'entropie du signal dans le PET scanner. Et plus l'entropie est élevée, moins les patients vont répondre. Et c'est assez intuitif, c'est parce que probablement si la tumeur est devenue très hétérogène, c'est-à-dire qu'elle est malheureusement assez avancée, qu'elle a eu plein de mutations supplémentaires, et donc qu'il y a un risque qu'elle échappe rapidement au traitement. En fait, c'est ce qu'on voit là. Si l'hétérogénéité est basse, donc si la tumeur est relativement homogène sur ces analyses d'intelligence artificielle basées sur des PET scanners, eh bien, on voit que les patients vont aller bien, sinon malheureusement, ils vont pas bien. Donc ça, c'est vraiment deux exemples, un basé sur des analyses microscopiques, l'autre basé sur des données macroscopiques avec tout le corps entier, qui nous permettent de voir à l'horizon des capacités de vraiment prédire qui va répondre à quoi en termes d'immunothérapie. Donc je pense que pour laisser du temps aux questions, je vais peut-être probablement m'arrêter ici et puis vous montrer un petit peu la conclusion. La conclusion, c'est de dire que maintenant, grâce à l'avènement de l'immunothérapie, à l'augmentation de la qualité de nos traitements, on a réussi à monter cette barre. Je vous montrais cette barre idéalement à 20%. Maintenant, on est plutôt à 30-40%, voire 50% dans le mélanome de patients qui sont guéris. Mais probablement en sélectionnant mieux les patients, en utilisant la pathologie digitale, la radiologie numérique avec la radiolique, on pense qu'on va être capable de monter la barre ici, simplement en sélectionnant mieux les patients et en mettant le patient directement dans le bon pas de traitement dès le début de sa prise en charge. Et évidemment, ici, l'intelligence artificielle et le machine learning, le data science de manière générale, va probablement jouer un rôle absolument majeur pour faire cette transition. Voilà, alors avec ça, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie de votre attention.